Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec mes invités Louis Dragnel, Elliot Maman, Noémie Alioua, Gilles Miaeli et nous a rejoint sur ce plateau Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, pour évoquer plusieurs sujets, les élections américaines tout d'abord, et puis on parlera également du Proche-Orient. Vous aurez le temps de dormir quand vous serez mort. Ce ne sont pas mes mots, rassurez-vous, ce sont ceux de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris, la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine. Tim Walz qui a électrisé la foule ces dernières heures en appelant les démocrates à se mobiliser face à Donald Trump. Je voudrais qu'on l'écoute un instant, puis on en parle avec vous, Harold. Je connais les armes, je suis un vétéran. Je suis un chasseur et j'étais un meilleur tireur que la plupart des républicains au Congrès. Et j'ai les trophées pour le prouver. Alors ce qui m'intéresse, Harold Iman, c'est comment les démocrates cherchent aujourd'hui à chasser un petit peu sur le terrain des républicains avec ce colistier. Est-ce que vous pouvez nous établir un petit peu son profil à Tim Walz? Alors c'est un homme né dans une famille rurale dans le Nebraska, qui est un État totalement rural. Et très secondaire dans l'imaginaire américain. Il s'est installé dans le Minnesota, qui est un peu la même chose, mais beaucoup plus au nord, sur la frontière canadienne. Et il a fait l'armée, enfin la garde nationale, qui lui a permis d'avoir le GI Bill, c'est-à-dire la bourse d'études de tous les soldats américains ou ceux qui ont servi sous les drapeaux en temps de guerre, etc., ce qu'a eu mon père notamment. Donc c'est très courant aux États-Unis. Et de là, il a entamé une carrière de prof d'université, enfin professeur des écoles et de coach de football américain, ce qui le rendait très sympathique dans ce Midwest qui a quand même une fibre un peu, je dirais, populiste dans l'ancien sens, ça veut dire... Bon, presque socialiste, presque. Et qui est devenu républicaine par la suite. Mais ce n'est pas entièrement parti, cette fibre, où l'État fait des choses bien ou ne fait rien. Bon. Et il s'est fait élire à plusieurs reprises jusqu'à devenir gouverneur de son État. Et son État qui était quand même plutôt républicain, mais il a réussi à les redémocratiser. Quand lui se présentait, quand d'autres se présentaient, paf, ça passait de l'autre côté. Donc, il était absolument parfait pour aller chercher des voix dans le Midwest. Et c'est à ça qu'il sert. Et justement, ces personnes dans le Midwest, elles sont nombreuses à pouvoir basculer côté démocrate grâce à Tim Walz ou pas? Est-ce qu'il y a un vivier véritable pour lui? Il y a un vivier véritable. Ils ont voté un petit peu avec réserve pour Donald Trump en 2016, un peu moins pour lui en 2020, ce qui explique la victoire de Biden dans ces États-là. Les démocrates voudraient maintenir cette dynamique. Alors Walz, en tant que personne, est tout à fait carré. Et il est assez progressiste sur les questions sociétales. Et il répète sans arrêt, nous, dans le Midwest, on s'occupe de nos oignons. Donc, on ne va pas aller chercher chez l'autre. Vous êtes de quelle sexualité? Vous avez une fécondation in vitro. Vous voulez pratiquer l'IVG. Ils sont contre ça. Et l'histoire des armes, c'est que lui, il était plutôt pour. Et il a reçu des financements du lobby des armes au début de sa carrière, mais avec tous les massacres dans les lycées, il a commencé à s'opposer à la vente libre. Et là, ça s'est retourné contre lui. Mais il a résisté et il a tenu. Et oui, il est chasseur comme énormément de gens dans le Midwest. Gilles Miaeli, est-ce que ce ticket présidentiel, aujourd'hui, il a de quoi challenger Donald Trump, voire mettre en danger Donald Trump ou pas? L'effet est que oui. Il y a 5 ou 6 semaines, on ne donnait pas cher la peau de démocrates. Déjà, c'était clair que ça semblait être clair que Biden ne peut pas gagner. Pendant 2 ou 3 semaines, il ne voulait pas céder la place à quelqu'un d'autre. Quand on s'est posé la question, si jamais il cède la place, ça va être à qui? Le consensus autour de capacité des Kamala Harris n'était pas très positif. C'est vrai qu'il a surpris beaucoup de monde. Peut-être il y avait ceux qui n'ont pas été surpris parce qu'ils étaient mieux renseignés, mais globalement, c'était pas... elle n'a pas marqué les esprits pendant les 4 ans, ces 4 ans à la Maison-Blanche comme vice-présidente. Donc l'affaire avait l'air d'être pliée en faveur
en plus, béni de Dieu, qui échappe de justesse et par miracle à un attentat. Les procès contre lui s'écroulent l'un après l'autre. Il marchait sur l'eau. Et bien là, ils prennent l'eau. Et c'est notamment grâce à Kamala Harris. Et puis, il faut dire qu'au moins, son colistier n'est pas un fardeau. Il aide ces tickets. Oui. Il complète ce profil qui est très progressiste, très à gauche. Sans enlever. Oui. Effectivement. Et d'ailleurs, on va voir, et vous allez commenter ça, Noémie Alioua, la réaction, quelque part, je ne sais pas si c'est véritablement une réaction directe, mais de Donald Trump qui s'est exprimé hier en Caroline du Nord. Son premier discours en extérieur depuis la tentative d'assassinat dont il a été la cible le mois dernier. Alors, il s'est exprimé derrière des vitres par balles, mais lui, il a lâché les coups contre Kamala Harris. Je vous propose de l'écouter. La camarade Kamala, vous savez, c'est la camarade la plus radicale de gauche qui ait jamais brigué une haute fonction politique dans notre pays. Elle va détruire notre pays comme elle a détruit San Francisco, comme elle a détruit la Californie. Avec une victoire Trump, nous aurons à nouveau la meilleure économie de l'histoire. Nous allons faire des choses qui vont nous rendre si grands si rapidement. Nous allons ramener la grandeur. Nous allons rendre l'Amérique forte à nouveau. Nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. C'est signe finalement que ça ne va pas être la promenade de santé qu'il imaginait au départ ? Oui, bien sûr, même si de toute façon, Donald Trump n'est pas réputé pour sa pondération. Ce n'est pas pour ça qu'il est aussi apprécié, ce n'est pas pour ça qu'il a autant de fans, ce n'est pas pour ça qu'il est autant ovationné lorsqu'il va donner des conférences, etc. Il est aimé pour ça, parce que c'est un personnage truculent, radical, qu'il ne faut pas prendre au mot. C'est un personnage, Donald Trump, et justement... Il est très différent de la classe politique beaucoup plus lisse qui l'entoure. C'est un vrai personnage et c'est pour ça qu'il est apprécié. Les gens qui votent pour lui parce que ce n'est pas un exemple de pondération, encore une fois. Maintenant, effectivement, il est bien embêté par le fait que son concurrent aujourd'hui n'est plus Joe Biden mais Kamala Harris. Avec Joe Biden, tout était facile. Joe Biden avait montré au cours du fameux débat qu'il n'avait pas toutes ses capacités intellectuelles, qu'il était déficient sur certaines de ses capacités intellectuelles et cognitives. Aujourd'hui, elle est bien embêtée parce que Kamala Harris, elle arrive, elle est plus jeune et puis surtout, elle a tout le Parti démocrate qui lui déroule le tapis rouge. On a vu au cours du congrès démocrate, on a vu tous les grands classiques du parti, on a vu la presse américaine, bien sûr, qui est largement... proche et des idées démocrates qui la portent, et donc c'est beaucoup plus difficile pour lui aujourd'hui. Et l'image de couple Obama qui est arrivée aussi. Exactement, et puis même vous savez, la chanteuse Beyoncé qui a accepté que sa chanson Freedom soit utilisée comme hymne de campagne. Vous avez toute la machine démocrate qui s'est mise au service de sa concurrente, et bien sûr que cela n'arrange pas vraiment son parti. Louis Dragnel. Ce qui est vrai, c'est que c'était absolument pas dans les plans de Donald Trump. Lui, à la suite de la tentative d'assassinat dont il a été la victime, pensait qu'il allait, je reprends votre expression, il allait marcher sur l'eau et que vraiment il y avait un tapis rouge qui était déroulé jusqu'à l'élection présidentielle pour la Maison-Blanche. Eh bien là, c'est plutôt un tapis pavé de clous et de cailloux, puisque même Kamala Harris, dont on connaissait les défauts, et c'était quelqu'un globalement d'assez critiqué aussi dans son propre camp, soudainement, on a l'impression que tout ce qu'elle a fait avant a été oublié, puis c'est une nouvelle Kamala Harris, et on a l'impression de découvrir une nouvelle personne. Et ça, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est propre aux États-Unis. En France, on peut être aussi un peu comme ça, mais cette capacité à créer quasiment comme si on repartait de zéro, une nouvelle personnalité, un nouveau personnage public qui soudainement devient génial, très intelligent, percutant, avec un super programme, envoûtant, qui donne envie de la suivre. Et qui lève des centaines de millions et qui lève énormément d'argent. Et c'est vrai que même au moment où on a appris qu'elle allait être désignée, il y a beaucoup de gens, d'observateurs politiques, qui disaient que c'était quand même très près du scrutin, qu'il fallait qu'elle s'organise, qu'il y ait une équipe de campagne qui se mette en place, il fallait qu'elle fasse l'unité derrière elle. C'était pas gagné. Et bien là, en tout cas pour l'instant, moi je regarde ça aussi depuis ma fenêtre,
je trouve que c'est plutôt réussi pour elle et c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Donald Trump. On n'a pas beaucoup de temps. Elliot Maman, comment vous analysez là, les cartes qui sont sur la table désormais? Oui, non, simplement, je pense qu'il faut se méfier de l'excès d'enthousiasme qui peut s'exprimer en faveur de la campagne démocrate. Rappelons que dans les sondages, il est indiqué que les électeurs, en dernière instance, votent tout de même plutôt selon ce qui leur semble le plus pertinent pour leurs préoccupations économiques et les thématiques migratoires. Il s'avère que ces mêmes sondages nous expliquent que Donald Trump est l'électeur privilégié, est le candidat privilégié des électeurs qui votent en priorité selon leurs préoccupations économiques et migratoires. Et à l'heure actuelle, dans la plupart des États pivots, Donald Trump est certes dominé par Kamala Harris, mais de 1 ou 2 points, ce qui constitue la marge d'erreur qui est facilement renversable d'ici à l'élection présidentielle. Donc je pense que les cartes sont loin d'être totalement jouées. Et par ailleurs, il est vrai que la campagne démocrate, c'est quand même intéressant de le remarquer, axe exclusivement sa campagne pour aller reprendre des électeurs de Donald Trump, puisque par exemple les grands noms qui étaient invités à la convention démocrate, Joe Biden lundi, les Obama mardi, hier Tim Walz, le futur vice-président ou potentiel vice-président, n'ont été autorisés à s'exprimer qu'à partir de 11h, heure de New York. Tout le monde dort déjà. Donc ça veut dire que aux États-Unis, l'heure est politique. Il était attendu que ces discours puissent être entendus plus tôt, comme le disait Harold Iman, par l'électorat du Midwest, du centre des États-Unis. Il y a évidemment un décalage de 3 heures entre les deux côtes américaines. Et donc on voit bien qu'il va véritablement s'agir pour les démocrates de mettre en œuvre une campagne qui va vider les républicains de leur substance électorale. Je pense pourtant que l'on a vu que Donald Trump était assez hégémonique au cours de ces dernières années dans l'électorat rural, protestants, dans un certain nombre d'électorats de régions désindustrialisées. Et je pense que la tâche va être un peu plus difficile que le moment médiatique dont bénéficie Kamala Harris laisse l'indiquer à l'heure actuelle. Allez, on a 1 minute pour terminer avec Harold Iman sur le Proche-Orient. On n'aura pas le temps d'en débattre, mais les espoirs de trêve qui s'amenuisent, celui également de retrouver des otages aux mains des terroristes du Hamas. Toujours pas d'accord, malgré la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans la région. Joe Biden s'est aussi entretenu avec Benjamin Netanyahou la nuit dernière pour insister sur l'urgence d'un accord. Harold, la réponse du Premier ministre israélien, c'est, je résume, priorité à nos objectifs de guerre. Comment faut interpréter cela ? Il faut se mettre au diapason des négociations qui changent toutes les heures. Donc il y a 18 minutes, ça a changé de nouveau. Ah, dites-nous tout. Eh oui. Alors là, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a déclaré au Conseil de sécurité que l'accord était tout prêt, était en vue, et que les États-Unis et Israël étaient en accord parfait, et que le Hamas s'acheminait vers une acceptation via ses porte-paroles qui sont le Qatar ou l'Égypte. Donc tout le monde est en train d'aller au Caire en ce moment pour finaliser la chose. Alors moi, personnellement, je suis très sceptique parce que quelqu'un trouve toujours un obstacle à la dernière seconde, ils sortent ça d'un chapeau, mais bon... On a quand même vu la manœuvre tellement de fois que peut-être, cette fois-ci, c'est vrai. La question sur laquelle tout le monde butait, c'est est-ce qu'Israël allait laisser des troupes physiques sur le sol de Gaza dans l'avenir. Et ils ont trouvé une formule dont j'ignore la teneur, mais grosso modo, oui, un peu, peut-être sur la frontière avec l'Égypte, mais pas longtemps, vous verrez. Donc, ça, c'est la dernière itération de ce processus. Et on suit bien sûr cela sur nos antennes. Merci à vous tous pour cette émission. On arrive à la fin de Punchline sur Europe 1 dans un instant. Europe 1 Soir avec Stéphanie de Muru. Et sur CNews, Face à l'info avec Thierry Cabane. Très bonne soirée à tous sur nos antennes.